Depuis mardi dernier, il n'y a plus qu'un seul producteur d'acier en Lorraine, la société Wendel-Sidélor. C'est le résultat de la fusion entre trois grandes entreprises sidérurgiques lorraines, Sidélor, la société mosellane de sidérurgie et surtout De Wendel. De Wendel est un des grands noms de l'industrie française, celui d'une famille installée dans la région depuis 264 ans, une famille qui, après avoir fait cavalier seul pendant plus de 2 siècles, accepte un mariage de raison rendu nécessaire par les nouvelles dimensions de l'Europe du marché commun. C'est un événement dont on n'a pas fini de parler dans la région d'Hayange, où la société de Wendel a établi son siège depuis la première génération. Et pour la première fois dans leur histoire, les de Wendel ont accepté d'accueillir chez eux les curieux que sont les journalistes. À Hayange, le château et les usines ne font qu'un mince rideau d'arbres servant de ligne de démarcation. Il en est ainsi depuis 8 générations, et l'actuel chef de la famille, Henri de Wendel, 55 ans, diplômé de l'école centrale, vit ici comme ses prédécesseurs. Le voici. Le premier de Wendel se prénommait Jean Martin, je crois. Jean Martin, premier Wendel qui est arrivé à Hayange. Oui. Il venait d'où? Alors lui-même était déjà né dans la région où son père était installé. Enfin, l'origine plus lointaine de la famille étant une famille d'origine flamande, et qui est progressivement venue de Flandre en passant par la vallée du Rhin et la vallée de la Moselle pour finalement aboutir en Lorraine. Alors c'est en 1704 qu'il a acheté un certain nombre de forges situées à Hayange et qui étaient en déconfiture et dans l'état d'ailleurs se ressentait fâcheusement la situation des précédents propriétaires. C'est donc lui le fondateur de la famille. C'est donc lui le fondateur de la famille. Il a eu combien d'enfants? 14. Une famille prolifique. Et on va rester d'ailleurs assez de tradition dans la famille tout au long du XVIIIe d'avoir des très nombreuses progénitures. La famille de Jean Martin compte à ce jour près de 700 descendants. Marguerite de Wendel, née d'Hausen, a pris la direction des forges sous la Terreur à l'âge de 64 ans. Aussitôt après la défaite de 1870, c'est encore une femme, Joséphine de Fischer, veuve de François de Wendel, qui reprend la barre. Elle a 86 ans. Les Prussiens annexent la Lorraine, les usines de Wendel sont mises sous séquestre. Les Wendel choisissent de rester malgré tout. Et c'est ainsi que 2 membres de la famille, Charles puis Henri, sont élus par la population pour représenter au Reichstag la province Lorraine annexée. Ils y siégeront en qualité de députés protestataires, et ce jusqu'à la fin de la Grande Guerre. En 14, nous avions deux sociétés juridiquement distinctes. L'une qui était propriétaire des forges en zone annexée à Hayange et Moyeur, et l'autre qui avait été fondée en 1880 environ, d'ailleurs avec les Schneider et des banquiers de Machy, et qui se trouvait à Joffre en zone en mer de Moselle. Alors Hayange a été en tout cas immédiatement pris en main par les autorités allemandes et officiellement séquestré en 1915. Alors les Allemands ont donc exploité les forges pour le séquestre jusqu'aux environs de 1917. Vous savez, monsieur, que vos détracteurs, votre famille en a, vous ne l'ignorez pas, disent que pendant cette période de la guerre 14-18, les usines de Wendel qui se trouvaient en territoire allemand ont travaillé pour l'effort de guerre allemand. Et que, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, elles n'ont jamais été bombardées ni par l'artillerie ni par l'aviation française. Non, comment expliquez-vous ce phénomène? Qu'elles aient travaillé pour les Allemands, elles ont travaillé pour les Allemands, étant devenues propriété allemande au travers du séquestre. Qu'elle n'ait pas été bombardée par l'artillerie, c'est une question de portée, étant donné que la ligne de front passait à Verdun, ou à peu près, c'est-à-dire 50 km d'ici. Par contre, il est inexact de dire qu'elles n'ont pas été bombardées par avion. Je ne me rappelle plus le nombre de bombardements, enfin, il est très loin d'être négligeable
très loin d'être négligeables, et au cours des années 17 et 18, elles ont été assez régulièrement bombardées. Évidemment, avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire des bombes relativement légères et une précision de tir toute relative. Il faut tout de même préciser que ces usines qui faisaient 1 200 000 tonnes en 1913 n'ont jamais sorti plus de 350 000 tonnes pendant la guerre. La Deuxième Guerre mondiale a été pour les de Wendel une répétition de la première. Les usines sont mises sous séquestre par les nazis qui les affectent au combinat Hermann Göring. La famille est dispersée, interdiction lui est signifiée par les Allemands de retourner en Moselle. Henri de Wendel, fait prisonnier à Dunkerque, passera 5 ans dans un camp en Allemagne. Pendant cette période, c'est grâce aux ouvriers que la famille a pu préserver sa demeure et ses meubles. Cela, elle le doit au fait que l'entreprise a sans doute été la première en France à consentir à son personnel des droits sociaux. Ainsi, en 1856, bien avant la législation du travail, les ouvriers d'Hayange et de Jeuf percevaient une retraite égale à 50% de leur dernier salaire. Mais ces dispositions n'étaient pas naturellement discutées avec les employés, c'était octroyé. C'était octroyé. D'où le paternalisme. D'où la définition du paternalisme. Oui. Écoutez, je ne crois pas qu'à l'époque, l'état d'esprit, les réactions même des intéressés est permis. Il faut en réalité une discussion. Enfin, je crois que ce qui maintenant paraîtrait effectivement, comment dirais-je, avoir un caractère unilatéral, à l'époque ne choquait personne. L'acier a valu à la famille de Wendel la fortune, qu'accompagne inévitablement la renommée, source d'une légende qui a fait les beaux jours des chansonniers et des polémistes de l'entre-deux-guerres. Vous n'ignorez pas, monsieur, combien votre famille a pu être brocardée, particulièrement pendant l'entre-deux-guerres, ce qui fait que, pour beaucoup de Français de notre génération, les de Wendel sont des marchands de canons, ils appartiennent aux 200 familles, et ce qui est plus grave encore, au comité des forges. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, le fait lui-même qu'elle ait été attaquée ne paraît pas particulièrement surprenant. Comme vous le savez, mon père était député d'une part et d'autre part président du comité des forges. C'était donc quelqu'un en vue, et il était assez habituel à la fois que l'homme politique et que quelqu'un en vue soit l'objet d'attaques venant de partis opposés. Donc ceci est en quelque sorte une réponse générale. Si je prends alors les différents points plus précis, les différentes questions plus précises que vous me posez, commençons par les marchands de canons, ma réponse est extrêmement simple. À aucun moment, il n'a été fait un canon dans nos usines. Et pour une raison non moins simple, c'est que l'acier lorrain tel qu'il était produit à cette époque et tel qu'il était produit dans le passé était impropre à la fabrication des canons. Donc ceci règle, me paraît-il, la question. Est-ce que vous me permettez, monsieur, une observation sur ce point? Vous avez quand même fabriqué de l'acier. Et cet acier pouvait être affecté, il l'était, à l'industrie de l'armement. Donc indirectement, vous participiez à l'activité des marchands de canons. C'est une conception assez extensive de la notion de marchand de canon. Il est exact que nous avons pu vendre aux arsenaux ou enfin à l'armée des aciers qui ont pu servir, qui leur servaient pour leur matériel. Mais il me semble qu'en fait c'était vraiment un cas général et de très nombreuses industries qui n'étaient pas spécialement sidérurgiques avaient également parmi leur clientèle le ministère de la guerre. Donc je ne crois pas que ça puisse faire mériter une mention très particulière. Les 200 familles? Mais je ne vois pas très bien dans quelle mesure ce terme s'adapte à ma famille. Il me semble qu'il y a au départ une erreur. On a toujours tendance à considérer que les Wendel, pris dans le sens le plus étroit du terme, si vous voulez, les Wendel portant le nom de Wendel, sont propriétaires des usines dites Wendel. En fait, je crois avoir déjà eu l'occasion de vous le dire, ces usines sont la propriété commune d'une famille nombreuse qui, dont l'aïeul commun
et le père de mon trisaïeul, et le nombre des actionnaires, je ne sais pas exactement quel il pouvait être avant-guerre, mais à l'heure actuelle, il est entre 250 et 300. Et nous-mêmes avons une partie des actions de la société au même titre que l'un ou l'autre de ces 250 ou 300 actionnaires. Il me semble donc que notre inclusion dans ce chiffre de 200 familles, dont je le répète, je ne vois pas très bien la signification, me paraît en tout cas avoir au départ une base fausse. C'était, si j'ai bonne mémoire, les 200 familles les plus riches de France, et si j'ai encore bonne mémoire, vous étiez classé parmi les 10 premières. Je ne sais absolument pas qui avait fait cette classification. Personnellement, je suis absolument incapable de vous répondre et de vous dire à quel point les 200 nous nous situeront, si tant est que nous y soyons. Pour ce qui est du comité des forges, je crois que c'est plus sérieux. Dans la mesure où, toujours pour respecter votre légende, je vous rappellerai que le comité des forges était pour beaucoup un organisme qui manipulait des fonds considérables, et ces fonds étant destinés, pour l'essentiel, à acheter des hommes politiques et à acheter des journaux, de façon à peser sur la politique du moment. Il me semble qu'il faudrait tout de même définir, de façon peut-être plus précise, ce qu'était le comité des forges. En réalité, à ce nom près, qui évoque, enfin qui est un peu désuète, si vous voulez, dans la mesure où il évoque un terme qui n'est plus qu'à employer, qui est celui de maître de forge. À ce nom près, quelle différence essentielle y a-t-il entre le comité des forges et une chambre syndicale patronale, telle qu'il en existe à notre époque un grand nombre? C'était en fait une chambre syndicale patronale. À ce titre, elle avait naturellement à tenir des contacts étroits avec l'administration centrale, voire avec des membres du gouvernement, pour les informer de l'avis sur telle ou telle question économique de notre profession, de ses besoins éventuels, et naturellement pour la défendre dans la mesure où certaines dispositions prévues nous paraissaient contraires à l'intérêt de notre profession. Alors, il reste le côté que vous avez évoqué, les fonds considérables, caractère occulte. Le caractère occulte me paraît, franchement, relever un peu l'imagerie épinale. Quant au côté de ces fonds qui servaient à acheter des ministres ou des fonctionnaires, je ne peux faire qu'une réponse, c'est que, et rappeler que mon père a été président du comité des forges entre les deux guerres, depuis la fin de la première guerre jusqu'en 40, date à laquelle le comité des forges a été supprimé. Et j'ai beaucoup trop connu et le patriotisme et le souci d'intérêt général et la parfaite intégrité de mon père pour penser qu'il ait pu, à un moment quelconque, se prêter à des manœuvres de cette nature. Il y a un chapitre de votre légende que nous n'avons pas encore abordé, c'est le château. J'ai toujours entendu parler du château des Devindel, et je vous dissimulerai pas que je suis un peu déçu, car je connais un accordéoniste qui possède dans le Lot ou dans le Périgord, je ne sais pas, lui, un véritable château. Ce que vous avez, vous, c'est plutôt une maison de maître. En fait, c'est une maison de famille qui est ancienne, qui primitivement était une maison lorraine du type classique, c'est-à-dire une maison fort simple, qui au cours du 19e a été agrandie sans que ça améliore son architecture à beaucoup près. Elle a été agrandie en fonction des besoins de la famille qui s'était étendue, et en particulier parce que mon grand-père et son frère y habitaient, et qu'on a, pour cette raison, agrandi la maison, et je le répète, en lui ôtant son caractère assez typique de bonne maison lorraine. J'y suis naturellement fort attaché parce que j'y ai toujours vécu moi-même. Je ne peux pas dire que je goûte particulièrement son architecture. Vous avez l'impression que vous considérez cette maison avec beaucoup de respect, mais que vous ne l'aimez pas particulièrement, que vous préférez, par exemple, vous tenir dans la bibliothèque où nous sommes, plutôt que dans le grand salon qui est à côté, où vous n'allez pratiquement jamais. Je crois que c'est une question de génération. Ma génération, au fond, on n'a pas tellement le goût des... comment dirais-je, de ce qui est spectaculaire, si je veux dire.
Au fond, j'aime mieux vivre dans l'intimité de cette pièce où je me sens chez moi, tranquille, où je peux fumer ma pipe et bouquiner, plutôt que dans le grand salon qui, au fond, est fait. Le rempli s'enroule que lorsqu'il y a 50 personnes dedans. Vous concevrez aisément que dans la vie de tous les jours, je ne tiens pas à avoir 50 personnes autour de moi. Tout ceci, c'est le passé. Ce qui compte désormais, c'est l'ensemble de l'acier lorrain. Pour lutter à armes égales contre les géants de la Roure, les De Wendel ont accepté de rentrer dans le rang. Leurs 23 000 ouvriers vont devenir 50 000, avec l'appoint de ceux de Sidelor et de la Mosellane. C'est l'État qui a pris l'initiative de cette concentration, sans laquelle il ne pouvait y avoir d'avenir pour l'acier et le minerai de fer lorrain. N'êtes-vous pas, monsieur, le dernier de Wendel? Le dernier de Wendel, d'abord, tu as tout de même à préciser que j'ai 2 fils. Donc, familialement parlant, en tout cas, je ne suis pas le dernier Wendel. Maintenant, ne demandez pas de jouer au prophète, quel sera le rôle de la jeune génération dans l'avenir. Je suis incapable de vous le dire. Et il est bien évident que ça dépendra à la fois de l'évolution générale et, je dirais, de la qualité des individus.